Et pour parler de cette crise en République centrafricaine, nous recevons aujourd'hui sur le plateau de 7 jours sur la planète Francis Laloupo, journaliste Africa numéro 1. Bonjour Francis, Bonjour. merci d'être avec nous. Alors les médiateurs espéraient un cessez-le-feu et c'est finalement ce qu'ils ont obtenu. Oui, un cessez-le-feu, il faut le dire, provisoire, provisoire d'une semaine donc, sachant que les rebelles exigent toujours le départ notamment du sol centrafricain, des troupes sud-africaines qui se sont donc portées au secours, si l'on peut dire, du régime centrafricain. Donc voilà, je dirais, c'est une accalmie en tout cas dans cette crise, pendant que l'on négocie à Libreville. Les négociations s'annonçaient très difficiles et elles le sont. Ben, le sont, mais en fait, ces négociations devraient déboucher, je dirais, sur un accord de gouvernement, ce qui était tout à fait prévisible, parce que vous savez que depuis quelques années, on a mis en place comme ça une sorte de ce qu'on peut appeler un protocole de négociation. Dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a un conflit, on organise un dialogue, on organise donc des pourparlers qui débouchent généralement, effectivement, sur ce qu'on appelle des gouvernements d'union nationale et sur la mise en place, je dirais, d'une sorte de protocole de partage du pouvoir entre le pouvoir contesté et les rébellions, donc, qui contestent ce pouvoir. Mais il faut surtout préciser que cette crise dont nous parlons n'est qu'une crise de plus dans la longue série de crises que connaît la Centrafrique depuis son indépendance, pratiquement. C'est un pays qui n'a jamais eu de répit en ce qui concerne, en tout cas, les questions sécuritaires, sur le plan sécuritaire. Et sur le plan politique Et également. sur le plan politique également. Le premier président de ce pays qui a été donc tué dans des conditions toujours non élucidées. Deuxième président, David Dacko, qui a eu également sa part de coup d'État, si je puis dire. Et ensuite, Bokassa, qui a eu également, qui a subi également un coup d'État. Ensuite, Kolingba, le général Kolingba, qui lui aussi, qui a mis en place ce qu'on peut appeler le multipartisme, c'est le début de la démocratisation de ce pays. Et on a eu donc le premier président élu en démocratie, qui était Ange-Félix Patassé, qui lui aussi a subi un coup d'État par qui? Par le général Bozizé, donc, qui aujourd'hui lui-même est contesté par une rébellion. Alors, on a tous les ingrédients en Centrafrique de ce qu'on peut considérer comme une crise politique extrême, c'est-à-dire un président de la République qui est fortement contesté par une partie de son opposition, qui est accusé de fraude électorale, un pouvoir qui ne contrôle plus son territoire, une grande partie de son territoire depuis déjà plusieurs années, oui. Et une multitude de rébellions armées qui ont simplement fait le constat suivant. Étant donné que l'alternance politique ne peut pas s'obtenir par les urnes, puisque le président est considéré comme un fraudeur patenté des urnes, le seul recours possible pour changer la donne dans ce pays-là serait donc la rébellion armée, serait donc la mise en place d'une contestation armée. Alors oui, justement, qui sont ces rebelles du Séléka? Expliquez-nous, d'où viennent-ils? Alors, c'est un assemblage hétérogène de plusieurs groupes rebelles qui occupent donc le territoire, les 3/4 du territoire pratiquement de la Centrafrique déjà depuis plusieurs années, et qui ont à un moment donné, penser qu'il était plus efficace pour organiser cette offensive finale, en quelque sorte, cet assaut final contre le pouvoir, de se regrouper. Mais il faut préciser que ces groupes n'ont pas toujours les mêmes revendications. Ils n'ont pas toujours les mêmes aspirations non plus. Il y a des groupes qui sont simplement, je dirais, des occupants de territoire, qui se sont habitués depuis très longtemps à l'économie des armes, à l'économie de la rébellion, parfois même aux raquettes, parfois même ce sont des groupes qui flirtent avec le banditisme en quelque sorte. Et puis vous avez des groupes qui sont beaucoup plus politisés, qui effectivement aspirent à gouverner demain en Centrafrique. Tous ces groupes se sont mis ensemble pour organiser donc une offensive armée contre le pouvoir dont ils réclament le départ. Mais on sait effectivement depuis la pourparlers de Libreville que cette revendication est pour l'instant suspendue, étant donné qu'il est fort possible évidemment qu'on mette en place aujourd'hui donc un gouvernement d'union nationale entre ce pouvoir et ces rebelles. Alors, dont on ne connaît pas très bien les revendications politiques. Selon les rumeurs, il y aurait des Tchadiens et des Soudanais qui feraient partie de cette rébellion. Qu'en pensez-vous? Et cela aussi, Pascal, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau parce qu'il y a quelques années, lorsque le général Bozizé lui-même avait organisé une rébellion contre son prédécesseur, Ange-Félix Patassé, il avait obtenu, il pouvait compter sur le soutien du Tchad notamment et aussi de quelques éléments soudanais. Le Tchad est le principal soutien du président Bozizé aujourd'hui. Principal soutien du président Bozizé, on a pensé à un moment donné qu'il le lâchait en quelque sorte, qu'il pensait que le temps de Bozizé était peut-être terminé au sommet de l'État centrafricain, mais c'est vrai que M. Idriss Déby reste un soutien important du pouvoir centrafricain. Un autre soutien important aussi, c'est le Congolais Denis Sassou Nguesso.
Les deux médiateurs, donc, dans la crise Les deux médiateurs de la République de la crise. centrafricaine. Comme vous l'avez dit, les rebelles du Séléka demandent le départ de Bozizé et sa traduction devant la CPI, qui est la Cour pénale internationale. Est-ce que ce scénario est envisageable? Pour l'instant, non, puisque nous avons assisté depuis mercredi à Libreville à ce qu'on peut appeler des arrangements sous-régionaux, sous l'égide du Congolais Denis Sassou Nguesso, du Tchadien Idriss Déby. Il semble qu'on s'achemine plutôt vers une sorte d'accalmie, mais ce n'est pas la solution, parce qu'au-delà de l'arrangement qui pourrait sortir de ces pourparlers de Libreville... Vous pensez que le cessez-le-feu va tenir, que ce cessez-le-feu va tenir? Le cessez-le-feu a été annoncé pour une semaine. Il n'est pas dit que les positions rebelles, pour autant, se convertissent au lendemain du sommet de Libreville en groupe civil et rejoignent, je dirais, le cercle ordinaire des politiciens, des acteurs politiques de Centrafrique. Je pense que les groupes armés continueront à conserver leur position en Centrafrique. Et surtout, il faut surtout souligner que les accords éventuels ou les résolutions qui sortiraient de Libreville ne vont pas s'attaquer aux questions de fond auxquelles les Centrafricains sont confrontés, c'est-à-dire les questions économiques. On a affaire à une économie pratiquement inexistante, économie délabrée, le cadre sanitaire absolument inexistant, délabré également. On a également affaire à un secteur éducatif absolument obsolète et délabré également. Alors, donc, aujourd'hui, on parle évidemment d'arrangements politiques ou politiciens, mais on ne parle pas, je veux dire, on ne parle pas de l'essentiel, c'est-à-dire que nous avons affaire à un pays qui est pratiquement délabré, à une absence d'État en tant que tel. La Centrafrique est devenue, en Afrique centrale en tout cas, ce qu'on peut considérer comme un bateau ivre, une absence d'État. Merci beaucoup Francis Laloupo pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes journaliste et éditorialiste à Africa numéro 1. Merci à vous.